Alors donc bonjour à tous et à toutes. Merci à nos 3 intervenantes, d'avoir accepté cette, invitation à participer, à être auditionnées par notre équipe de la commission des lois à l'Assemblée nationale pour, réexpliquer, même si celles et ceux qui suivent la série des auditions, connaissent un peu déjà le cadre. Donc c'est une audition organisée dans le cadre du travail parlementaire du groupe de la France insoumise. Nous préparons des textes de loi, des propositions de loi, mais aussi tout un ensemble d'outils à la fois législatifs, mais également de politiques publiques, des circulaires, des stratégies aussi de campagne en termes gouvernementaux pour sur les questions sur le périmètre de notre commission des lois, donc des questions liées à la justice, à la tranquillité publique, à la sécurité et aux droits et libertés. Et donc dans ce cadre, j'ai le plaisir d'auditionner cet après-midi 3 chercheuses, militantes et autres qui se présenteront sur les questions d'égalité femmes-hommes et de lutte contre les discriminations, qui, donc à qui nous souhaitons demander un peu leur analyse de l'état en fait de l'état du droit actuel sur cette question et les diagnostics, les propositions, les suggestions qu'elles pourraient faire pour que effectivement on arrive à l'égalité des droits et qu'on éradique l'ensemble des discriminations liées au genre, en sachant que, comme je disais, on va faire des propositions de textes législatifs, mais il est possible aussi de penser en termes de circulaires, en termes de décrets, en termes de politique publique à mettre en œuvre. Donc voilà, je vais trop m'attarder puisque l'essentiel de la discussion On l'a perdu, non? doit... On vous a perdu un moment, Daniel. Oui, alors, est-ce que vous m'entendez? Excusez-moi. Zut. Oui, vous avez été figé un Oui, moment. oui. Alors, je ne sais pas si ça... mais vous avez été figé un moment, vous ne entendez plus. Voilà. Ah, d'accord. Bon, là, ça va. Excusez-moi, c'est le réseau de l'Assemblée nationale qui est un peu... On n'entend pas faible. très bien. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, Est-ce que ça va mieux? D'accord, Oui. ok. Bon, je vais m'arrêter là puisque de toute façon, l'essentiel, c'est qu'on vous entende vous. Et du coup, je vous propose de pouvoir intervenir, on va dire 10-15 minutes chacune, qu'on ait aussi ensuite le temps d'avoir un échange. D'ailleurs, moi, j'aurai des questions et des demandes de précision. Et puis, l'idée, c'est aussi d'avoir un échange avec vous, entre vous, du coup, par rapport au sujet. Et donc, on n'avait pas prévu d'ordre particulier. Si l'une d'entre vous a peut-être des impératifs et souhaite commencer, sinon, on peut commencer peut-être avec Suzy Rojman, qui est donc membre du Collectif national des droits des femmes, membre fondatrice d'ailleurs, je crois, et qui pourrait faire une analyse un peu générale et particulière des questions qui vous semblent importantes dans la période et de ce qu'il faudrait faire. Et puis peut-être ensuite Ouria, peut-être que vous pourriez poursuivre et Emilia ferait la troisième intervention. J'essaie de trouver une cohérence un peu, mais même s'il n'y en a pas obligatoirement, si ça vous va, on peut commencer comme ça. Ça va très bien, oui. Super. Écoutez, je vous écoute. Donc pour information, donc est présent et va nous rejoindre, je pense également, notre collaboratrice du groupe parlementaire qui suit les questions de la commission des lois et le collaborateur de Hugo Bernalicis, donc qui est en ce moment en train de faire une autre audition donc, pour l'Assemblée, donc qui ne peut pas être présent, mais avec qui on travaille bien sûr sur ces questions et avec qui on va élaborer toutes les propositions à la suite de nos auditions. Voilà, je laisse du coup la parole à Suzy Rojman. Ok. Bon, ben non, c'est très bien que je commence parce que j'ai un autre Zoom à 18 h, donc ça sera sans doute terminé. Donc bon, il est peut-être un peu difficile de faire un
un tour d'horizon rapide du système patriarcal en 10 minutes, un quart d'heure. Je préfère parler en termes de système plutôt qu'en termes de discrimination. Les discriminations me semblent susceptibles d'être compensées à l'heure actuelle, alors que si on parle de système patriarcal, ça me semble beaucoup plus, je dirais, ancré dans la société et difficile plus difficile à régler comme ça. Alors, je précise tout de suite, hein, je ne suis pas chercheuse, je suis militante féministe depuis très longtemps. Depuis 1974, je suis une enfant de mai 68, même si j'étais un peu jeune. Et donc, ça a quand même marqué toute ma période militante. J'étais dans une organisation d'extrême gauche en 70, que j'ai quitté en 78. Et depuis, je n'ai pas quitté le mouvement féministe. Alors, je continue à me présenter vite fait. Je suis, entre autres, pour aller très très vite, hein, cofondatrice en 85 du collectif féministe contre le viol et effectivement cofondatrice en 96 du collectif national pour les droits des femmes. Donc voilà, collectif national pour les droits des femmes qui comprend en son sein des associations féministes, des syndicats, CGT, Solidaire, FSU et des partis politiques de gauche et d'extrême gauche. Alors, voilà. Alors, première chose, je vais essayer d'aborder différents sujets très, très rapidement, mais qui nous semblent très, très prégnants à l'heure actuelle si on veut faire une analyse en termes de genre et de domination masculine. Alors, première chose, hein, on sort un peu du 8 mars où ça a été quand même mis en valeur, c'est tout ce qui est du ressort de l'égalité professionnelle. On a beaucoup parlé lors des manifestations enfin, je parlerai de celle de Paris où j'étais, des premières de corvée. Donc, je crois que le constat est connu. C'est grosso modo 25% d'inégalité salariale, les femmes qui sont moins nombreuses au poste de direction, pas de mixité des métiers, etc. etc. Alors, peut-être en arriver très, très vite à ce qu'on préconise, hein, qui est directement lié au tableau de ces inégalités professionnelles. Alors, premièrement, il y a très peu de mixité dans les métiers à l'heure actuelle en France et dans les métiers qui sont les plus féminisés sont les métiers qui sont les plus dévalorisés, tels qu'à l'heure actuelle, par exemple, les aides à domicile, les caissières, les auxiliaires de vie, les aides-soignantes, etc. Et ce sont des métiers donc qui sont mal payés parce que féminisés. Donc, une des revendications essentielles serait de revaloriser ces métiers féminisés, notamment par l'augmentation des salaires. D'accord, ça nous semble très, très important pour arriver à un rattrapage des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'égalité salariale est à l'ordre du jour depuis 1972 en France. On a eu différentes lois, plans, directives européennes, et tout ça n'est absolument pas effectif pour autant. Alors, ce qu'il faudrait aussi, c'est interdire les temps partiels qui sont inférieurs à 24 heures. On sait que les femmes, parmi la globalité des temps partiels, ce sont à 80% les femmes qui sont concernées. Et ce qu'on voudrait aussi, c'est rendre effective la mixité des métiers et l'arrêt de la sous-traitance et l'intégration des salariés dans l'entreprise. Je parle notamment des femmes de chambre, de l'hôtel Ibis qui se battent maintenant, qui sont en majorité d'origine immigrée, qui se battent maintenant depuis plus d'un an, qui sont employées par une entreprise de sous-traitance que Accor ne veut absolument pas intégrer au sein de l'usine, et c'est une revendication qui nous semble totalement fondamentale. Alors, je ferai un saut par rapport à ça pour affirmer que beaucoup de femmes qui travaillent dans le service à la personne sont sans papier. Et une des revendications que nous avançons, c'est la régularisation. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée. J'ai pas mal milité depuis ces derniers temps très très fort. Il y a eu en plus des tas de problèmes. Donc voilà. Donc ce qu'on réclame, qui nous semble très très important, c'est la régularisation des sans-papiers. Et ça va peut-être faire un lien avec les violences faites aux femmes, un statut autonome pour les femmes immigrées.
les femmes immigrées, souvent, quand elles arrivent du pays, quand elles épousent un Français ou un immigré qui est régularisé, dépendent du statut de leur mari, non pas de statut autonome. Et par exemple, elles hésitent à dénoncer les violences parce qu'elles ont peur de perdre leur statut si jamais elles se séparent et si jamais elles dénoncent des violences. Ça nous semble très, très important. Ça a été une revendication très importante des féministes dans les années 70, un statut autonome pour les femmes immigrées. On en parle peut-être moins à l'heure actuelle, mais c'est quelque chose qui nous semble totalement déterminant. Alors, pour en venir aux tâches domestiques, les femmes s'occupent des plus petits comme des plus vieux. On l'a vu et ça a été flagrant, et donc je ne vais pas vous le dire parce que je crois que vous le savez pertinemment, le rôle fondamental qu'elles ont eu notamment durant le premier confinement. Si on prend les chiffres de l'INSEE, au niveau des tâches domestiques et d'éducation des enfants, les femmes consacrent 3h26 par jour et les hommes 2 heures. Ce sont des chiffres de 2010, il n'y a pas de chiffres plus récents de l'INSEE, mais on sait que l'évolution est très, très lente. Et c'est vrai qu'on a eu l'impression que pendant le premier confinement, les femmes, elles faisaient tout à la maison. Les tâches domestiques, l'école pour les enfants, elles consolaient, elles engueulaient, elles faisaient à manger, elles faisaient le ménage, etc., etc. Et alors, nous ne sommes pas, parce qu'il y a eu ça dans le mouvement féministe, surtout en Italie, pas tellement en France, des courants qui disaient qu'il faut rémunérer le travail ménager. Nous ne sommes pas pour cette position-là. En revanche, nous aimerions qu'il y ait des politiques publiques pour le partage des tâches domestiques. Ça nous semble déterminant pour aller vers l'émancipation des femmes. Et dans ce sens-là, pour essayer de faire en sorte que les femmes disposent plus de temps, le temps est très important, nous voudrions qu'il y ait un service public effectif de la petite enfance et de la prise en charge de la dépendance. On a beaucoup parlé des EHPAD, on en parle encore pendant cette histoire de Covid. Il y en a très peu qui sont publics. Il est évident que l'on doit mettre en œuvre un service public de prise en charge de la dépendance. Ça nous semble déterminant. Je vais passer maintenant aux violences. C'est un autre point qui est très, très important. On en parle beaucoup à l'heure actuelle par rapport à la situation des femmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les féministes ont commencé depuis les années 70, féministes contemporaines, ont commencé depuis les années 70 à militer contre les violences. Qu'il y a eu, parce que c'est un débat qui existe maintenant au sein du mouvement féministe, peut-être qu'il faudra qu'on l'ait de nouveau, qu'il y a eu le choix à l'époque. Le mouvement féministe des années 70, comme je me suis présentée au début, était très marqué par mai 68, tout son côté anti-autoritaire, anti-institutionnel, etc. Et on s'est posé le problème de est-ce qu'on faisait appel à la justice de classe, bourgeoise et raciste? C'est une évidence et c'est un vrai problème. Et on a vu qu'il y avait pas, et il y a eu des jugements notamment scandaleux. Par exemple, un violeur immigré, c'était à Amiens, qui a été condamné à je ne sais pas combien d'années de prison, alors qu'un bourgeois l'était beaucoup moins. C'est un fait. C'est un fait. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et la mort dans l'âme, et il y a même les avocates féministes qui avaient été très choquées par ça, la mort dans l'âme, nous nous sommes résolus à faire appel à cette justice-là, telle qu'elle existe à l'heure actuelle, et je pense qu'elle n'a pas beaucoup évolué. Alors, on a passé notre temps à se battre pour faire advenir des lois. On a réussi à en faire voter un certain nombre. Elles sont la plupart du temps peu appliquées. On sait très bien que, par exemple, selon les chiffres, il y a 94 000 viols en France chaque année et qu'il y a 1% de condamnation. Que le constat est très lourd, qu'il y a 200 000 femmes victimes de violences conjugales, des féminicides, etc., etc. Et même maintenant, alors qu'on l'avait déjà mis en valeur dans la deuxième moitié des années 80, ressurgit le problème de l'inceste. Je dis qu'on l'avait mis en valeur et on avait même réussi, je n'ai pas le temps de m'apesantir, mais pour montrer qu'on avait quand même créé un rapport de force autour de l'inceste, on avait réussi en 89 à faire changer la loi par rapport au délai de prescription. C'était la première fois qu'on avait réussi à faire changer la loi. Si on avait réussi à faire changer la loi, c'est qu'on avait un rapport de force. Si on avait un rapport de force, c'est que l'inceste avait déjà fait scandale dans les années 80, dans la deuxième moitié des années 80, et on a vu que la chape de plomb s'est refermée.
Donc, c'est très important de continuer le combat. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a mis en avant? C'est vrai qu'on a gagné des lois, je n'ai pas le temps de m'appesantir, mais on a milité pendant très longtemps. Je crois qu'on va continuer à le faire au collectif pour une loi cadre contre les violences. C'est-à-dire une loi globale, prendre les violences de façon globale, c'est-à-dire pas uniquement la répression, ce que mettent souvent en avant les gouvernements uniquement, mais aussi avant tout la prévention. La prévention par un grand plan de prévention, mais aussi par exemple par une éducation non sexiste qui n'existe plus, et elle était déjà petite depuis que les ABCD de l'égalité ont été supprimés en 2014, une éducation non sexiste à l'école. Moi, je dis, j'ai travaillé dans l'éducation nationale, il faut que ça soit inscrit à l'emploi du temps des élèves, de la petite section de maternelle à la terminale et même à l'université. Si ce n'est pas inscrit à l'emploi du temps des élèves, ça marche un moment et après ça s'évapore en fumée parce que tous les personnels sont complètement débordés. Il faut que ça soit inscrit dans le code de l'éducation et il faut une loi pour ça. On a envie aussi qu'il y ait, pour lutter contre les violences, parce qu'on voit que c'est très difficile au niveau de la justice, ce qui existe en Espagne et dans d'autres pays, des tribunaux de la violence à l'encontre des femmes. Alors on nous dit, oh là là, tribunaux d'exception, etc., etc. Ce n'est pas la Cour de sûreté de l'État des tribunaux de la violence à l'encontre des femmes. Ce sont des tribunaux composés de magistrats motivés, formés, dûment formés, et qui allient des compétences pénales et civiles. Pourquoi des compétences pénales et civiles? Parce que souvent dans les affaires de violence, notamment à l'intérieur de la famille, il y a du civil, ça peut être la pension alimentaire, ça peut être la garde des enfants, et il y a du pénal, ça peut être les coups, les viols, etc., etc. Normalement, le pénal et le civil sont en conjonction, le fait est qu'ils ne le sont pas. Et souvent, le civil va plus vite que le pénal, et pas tout n'est pris en compte. Donc, voilà. Par exemple, je ne vais pas avoir tout le temps de détailler, mais je donne certaines mesures. On a beaucoup parlé de la Convention de l'Organisation internationale du travail, la Convention numéro 190, qui a été adoptée en 2019 et qui parle des violences au sein de l'entreprise, puisque l'Organisation internationale du travail, c'est au sein de l'entreprise. Cette convention, la France ne l'a toujours pas ratifiée. Et en plus, si jamais elle la ratifie, on a peur qu'elle le fasse à droit constant, ce qui n'est pas normal. Il y a des mesures qui existent, par exemple, au sein de cette convention, qu'on pourrait très bien promouvoir dans la loi française. Par exemple, accorder dans l'entreprise un congé à une femme victime de violence, pour qu'elle puisse se retourner, un congé payé, évidemment. Si elle le désire, lui accorder, par exemple, si son ex vient la harceler à la porte de l'entreprise, lui accorder la possibilité d'une mutation, si c'est possible, au sein de l'entreprise. Avoir la protection fonctionnelle au sein de la fonction publique, toutes ces choses-là. Donc, ça, c'est la convention de l'OIT. Je ne vais pas… Alors, j'aurai d'autres propositions, mais je ne vais pas… C'est très technique, hein. Par exemple, mettre l'ordonnance de protection dans le code pénal et que, comme le dit la Convention d'Istanbul, qu'elle s'adresse à toutes les femmes, et pas uniquement aux femmes menacées de mariage forcé ou victimes de violences conjugales. Et la France n'est pas dans les clous par rapport à la Convention d'Istanbul. Je vais passer maintenant très rapidement à l'avortement. Alors, on sait, mais ça c'est une actualité qui est brûlante, on sait que 5000 femmes vont avorter à l'étranger. La loi 75, telle qu'elle a été votée, est une loi insuffisante. Il a fallu qu'on la fasse, je ne sais pas si vous le savez, parce que vous êtes plus jeune que moi, mais par exemple, les étrangères, pour pouvoir se faire avorter en France, il fallait qu'elles aient, avec la loi 75, 3 mois de résidence en France, par exemple. Et il y avait un entretien préalable pour savoir si on voulait bien avorter, si on était bien clair dans nos têtes, etc., etc. Tout ça, on l'a fait sauter en 2001. On a fait sauter aussi d'autres choses. Tout ça pour vous dire qu'il faut améliorer sans cesse le droit à l'avortement. Qu'est-ce qu'on réclame à l'heure actuelle? C'est connu, parce qu'à l'Assemblée nationale, vous avez failli en discuter. Failli. Un allongement des délais, première chose. Alors, le groupe socialiste qui a repris la proposition d'Alban Gaillot dit 2 semaines. Nous, on voudrait une harmonisation dans l'Union européenne par les pays qui sont le plus haut, les Pays-Bas ou ex-Union européenne tels que le Royaume-Uni. Deuxièmement, faire sauter, je dis ce qu'il y a dans la loi, hein, dans la proposition de loi, faire sauter la double clause de conscience des médecins qui fait
que les femmes ont plus de mal à avorter. Troisième chose, effectivement, donner la possibilité aux sages-femmes de faire des IVG instrumentales. Ça nous semble très, très important. Je crois que je vais m'arrêter là. Je sais pas le temps que j'ai… Oui, j'ai mis peut-être plus de temps là parce Non, mais qu'on a vous beaucoup avez de propositions à ah faire. oui, oui, mais vous avez pris le temps qu'il faut, ça c'est très bien. Non, 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 mais J'ai donné un sinon, cadre au début, mais l'idée, c'est aussi qu'on puisse continuer à échanger par ailleurs, au-delà de l'audition et dans tous les cas, c'est vrai qu'on s'appuie beaucoup sur le travail fait par, toutes les associations, les collectifs, notamment le vôtre, au quotidien depuis 3 ans et donc je pense qu'on a déjà on a, beaucoup des propositions, mais on se permettra par ailleurs, de vous recontacter toutes les 3 pour avoir, les détails sur les sources et puis où retrouver tous les documents. Donc, moi, j'ai quelques questions, mais je vais les poser à la fin, comme ça vous pourrez répondre chacune d'ailleurs à l'ensemble. Merci beaucoup. de rien. Je pense que c'était assez complet sur les grands axes et qu'on a déjà en fait travaillé, puisqu'on a effectivement on a co-signé la proposition de loi d'Alban Gaillot. On va voir si la majorité la reprend effectivement et dans quelles conditions et qu'est-ce qui reste. C'est ça l'enjeu, hein. Voilà, donc Ça voilà. devienne un projet de loi, effectivement. Voilà. Et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles on se rejoint très, très certainement. Donc, Ouria Ventuani, si vous voulez bien. On vous entend le micro, il faudrait ouvrir le micro. Je disais merci de m'avoir convié à cette audition et ça permet aussi effectivement d'échanger en vue de quelque chose aussi d'assez concret, donc d'être dans cette pragmatique-là aussi de la réflexion, c'est vraiment intéressant. Et donc pour ma part, alors moi je suis philosophe. Ça change un peu. Je suis philosophe et je suis également donc à l'université de Toulouse Jean Jaurès, maîtresse de conférences, et puis je suis également donc experte associée au Centre pour la justice intersectionnelle donc de Berlin que dirige Emilia Sentilroy, donc qui est ici. Et moi, mon intervention, elle portera vraiment sur les bénéfices en fait d'une approche de genre en termes intersectionnels, donc qui est très décriée en ce moment, mais je vais un peu expliquer vraiment le bénéfice d'une telle réflexion dans la lutte, alors très spécifiquement là pour le coup, contre les discriminations, notamment les discriminations qu'on dit multiples. Et donc, c'est pas l'ensemble des champs de la violence, de l'exercice de la violence, mais vraiment ce champ, j'allais dire, juridique, parce que, comme vous l'avez dit, Suzy Rothman, c'est ce qu'on peut corriger. Et donc, il y a un levier là qui est important, dont il faut se saisir, juridique et politique. Alors, je vais beaucoup m'appuyer, en fait, ces réflexions sont le résultat d'une commande d'expertise qui nous a été demandée par le biais donc, de l'organisme du Centre pour la justice intersectionnelle par Actiris, c'est une sorte d'organisme en fait de promotion de l'emploi et aussi un observatoire en fait des évolutions des milieux professionnels et des taux d'activité un peu voilà, de la population en région Bruxelles-Capitale et qui est aussi piloté donc, par le ministère du Travail de la région Bruxelles-Capitale. Donc, ils nous avaient demandé de voir si on pouvait transposer en fait l'intersectionnalité dans la réflexion voilà, sur le renouvellement des mesures, des instruments de mesure et de lutte contre les discriminations et la promotion de la diversité. Voilà, je vous redonne un peu le cadre pour que ça suive. Mais bon, je vais quand même voilà, être à un niveau de généralité suffisant pour qu'on puisse aussi comprendre par rapport au cas français. C'est ça l'idée. Alors, donc, je l'ai mené avec Rim Kadraoui. Et l'idée, en réalité, alors là, c'est vrai que la focale change un peu par rapport à ce que vous avez dit, Suzy Rothman, même si je me retrouve dans beaucoup de ce que vous dites, c'est de comprendre un peu différemment en fait les discriminations de genre et notamment la notion de genre. J'allais dire le bénéfice aussi, c'est de sortir un peu du huis clos, du binarisme souvent de l'approche en termes simplement de genre de femme-homme, c'est-à-dire de simplement considérer et de mesurer les discriminations à l'encontre des femmes par rapport à un groupe oppositionnel qui serait simplement les hommes. Parce que du coup, on se prive à la fois de penser évidemment des formes de discrimination qui sont effectuées à l'égard des hommes et également, évidemment, au sein des femmes, de les considérer comme des groupes homogènes. Donc, c'est pas tellement, la focale n'est pas tant sur la domination masculine en tant que telle, uniquement. C'est ça qui est important de voir, c'est qu'elle est croisée avec d'autres
d'autres marqueurs, alors marqueurs qui peuvent être dits identitaires, mais l'idée véritablement, c'est de comprendre que le groupe hommes et femmes ne sont pas tant des propriétés en fait qui seraient rigides, si vous voulez, qui seraient attestées par l'état civil, hein, vous voyez, c'est écrit sur votre état civil que vous êtes femme ou homme, mais qui sont des trajectoires, et notamment des trajectoires sociales, professionnelles, de santé, etc. Je vous donne un exemple très concret. Mais il peut advenir justement dans votre vie professionnelle que précisément vous perdiez la qualité de femme ou que vous perdiez la qualité d'homme en raison d'une origine supposée, d'une confession supposée ou même de votre âge. Très concrètement, en fait, ce qu'on avait fait ressortir dans les statistiques telles que voilà, tout ce qui est dans les statistiques telles qu'elles existaient du coup dans cet organisme qui s'appelle Actiris, c'était précisément qu'il y avait un moment où on devenait femme véritablement, en tant que femme, justement, professionnellement, je parle, en tant que femme, devenait un désavantage, notamment quand vous êtes en âge, vous voyez, d'avoir des enfants, il y a tout un aspect où le fait d'être femme joue contre vous, joue comme un désavantage, notamment dans le recrutement, évidemment, mais aussi dans le fait de vous accorder des projets, par exemple, être porteuse de projets professionnels conséquents, valorisants ou de promotion dans votre carrière. Donc, ça devient une qualité à charge. Et on avait vu qu'il y a un renforcement discriminatoire dans le fait, par exemple, d'être une femme soit véritablement d'origine étrangère, soit d'une origine étrangère supposée. Et en l'occurrence, par exemple, notamment, on a vu ça pour les femmes ayant une trajectoire migratoire d'origine maghrébine, c'est-à-dire qu'une ascendance migratoire des parents ou des grands-parents d'origine maghrébine, et plus spécifiquement marocaine, que par exemple, il y avait un renforcement discriminatoire dans l'idée qu'elles auraient une fertilité beaucoup plus grande, et donc du coup, elles seraient, évidemment qu'elles voudraient nécessairement pas simplement un enfant, mais plusieurs enfants. Donc, d'une certaine façon, cet imaginaire-là d'un certain type de femme, d'une certaine origine, d'une certaine culture, etc., était synonyme d'insolvabilité professionnelle, vous voyez, de manque de confiance professionnelle. Et de la même façon, d'une certaine façon, le groupe homme n'était pas homogène. On voyait très bien que, y compris, alors ça qui était assez intéressant, dans le champ des discriminations, y compris à diplôme équivalent, y compris à âge équivalent, donc, parce que c'est important, c'est le vieillissement, le critère de vieillissement dans les trajectoires professionnelles, évidemment, on sait que c'est plus difficile d'avoir un emploi après 50 ans, etc. Mais en tous les cas, que la nationalité notamment, ou l'origine supposée, jouait comme un désavantage, et on n'était pas homme de la même manière. On ne devenait pas un homme, et notamment un homme alors noir, en l'occurrence afrodescendant, comme on dit, ou alors maghrébin, de la même manière qu'un homme supposé belge, de nationalité belge, est reconnu comme étant d'ascendance belge, puisque il s'agissait encore une fois de la Belgique. Donc, il y a vraiment, pardon, cette idée-là que voilà, on peut perdre cette qualité de femme, et notamment, ce n'est pas forcément un critère protecteur, par exemple pour l'accès aux soins, à la santé, etc., loin de là, et encore plus quand on le recoupe donc avec une autre qualité réelle ou supposée, ou propriété sociale réelle ou supposée. Alors, cet outil donc, de l'intersectionnalité, qu'est-ce que c'est? Et donc, je pense qu'Emilia, elle va davantage, c'est tout le travail du CIJ, hein, donc du Centre pour la justice intersectionnelle, mais juste la manière dont on l'a mobilisé, si vous voulez, pour penser l'intersectionnalité dans les politiques publiques, pardon, c'était déjà doublement, si vous voulez, comme un outil de diagnostic déjà, pour cartographier en fait les absents. C'est-à-dire les absents des politiques publiques, des cibles, des groupes cibles des politiques publiques. C'est-à-dire qu'on ne retrouvait pas, par exemple, des campagnes spécifiques, voyez, de lutte contre les discriminations qui viseraient notamment, par exemple, là, dans l'occurrence, il s'agissait des femmes musulmanes au travail. Il n'y avait pas ce genre de campagne, pas du tout, alors même qu'on retrouvait dans plein d'enquêtes qualitatives, et c'était même, j'allais dire, presque un surnombre de plaintes, etc., qui montraient qu'elles avaient soit un accès difficile au marché du travail,
ou alors des phénomènes effectivement de plafond de verre ou de plancher collant, ça dépendait du secteur professionnel. Le plancher collant étant véritablement quand vous êtes, c'est un peu l'assignation à résidence dans un secteur d'activité, que ce soit par exemple, voilà, en général, c'est des secteurs d'activité qui sont, comme l'a dit Suzy Rothman, spécifiquement, alors soit féminin mais aussi masculin, mais dévalorisés, du type, et bien effectivement, le ménage, y compris hors de la sphère domestique, dans le milieu professionnel. Donc, il s'agissait pour nous de faire la liste, en fait, soit des surreprésentés, si vous voulez, dans un champ, soit des absents. Vous voyez, des secteurs d'activité entiers. Alors là, on n'avait plus du tout de représentation de la population active, de la diversité de la population active. Tout à coup, vous aviez une concentration. Alors, on parle souvent d'ethnostratification des secteurs d'activité, où sont sous, par exemple, on dit souvent dans le BTP, par exemple, bah, c'est beaucoup, on le sait, de personnes, alors soit qui sont directement étrangères, évidemment, le phénomène travail détaché, mais aussi qui sont afro-descendants, dont on suppose l'origine, ou des trajectoires migratoires assez récentes. Mais on ne parlera que rarement d'ethnostratification, aussi à des niveaux beaucoup plus élevés, où de fait, il n'y a que des personnes avec des statuts migratoires qui sont voilà, plus stabilisés, disons, ou encore avec disons, une identité, une nationalité, j'allais dire, pardon, excusez-moi, qui est plus majoritaire, disons. Donc, ça, c'était une première chose. Donc, cartographier les absents, les marges, comme on dit. Ça, c'est l'outil, ça sert à ça. L'autre aspect, c'est un outil de transformation sociale, évidemment, d'empowerment, comme on dit, c'est-à-dire de rendre le pouvoir aux personnes discriminées et donc aux principales personnes concernées. Donc ça, je vais revenir dessus. Mais avant tout, donc, l'idée, c'était de comprendre justement ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de ne plus comprendre comme des groupes homogènes, les hommes et les femmes, et de voir donc la diversité et voir les antagonismes qu'il y a dans ces groupes, et de voir comment est-ce qu'il y a des discriminations qui sont croisées, et quel type de croisement est pertinent, surtout pour lutter de manière beaucoup plus structurelle sur les discriminations. C'est-à-dire que, alors pour le dire un peu au public, pour le plus grand public, quand on parle d'intersectionnalité, il s'agit effectivement de croisement de plusieurs critères discriminatoires, d'accord, qui sont en général donc, ce qu'on appelle les critères protégés au niveau de la législation sur l'antidiscrimination. Donc, ça peut être l'âge, la sexualité, l'orientation philosophique, religieuse, confessionnelle, enfin bon, il y a 19 critères protégés. Donc le croisement, évidemment, ce serait le fait de cumuler, j'allais dire, des désavantages sur plusieurs de ces aspects, donc d'être une personne, vous voyez, âgée, statut migratoire instable, par exemple d'être migrante, d'être une femme, etc. Bon, ce serait cette idée-là. Simplement, nous, ce qu'on a essayé aussi de montrer, c'est que loin, en réalité, la manière dont on croise ces différents critères qui jouent comme des désavantages, eh bien, loin de conduire à une espèce de surenchère minoritaire, vous voyez, et donc du coup, on serait dans des marges hyper réduites, quelque chose de très marginal. En réalité, on se rend compte qu'il y a, c'est un grand nombre, en fait, une population vraiment conséquente. Et c'est ça qui nous a un peu, j'allais dire, notre désarroi, un peu, on a été déconcertés par le fait qu'au maximum, j'allais dire, de discrimination correspondait, mais le maximum d'invisibilité. Au plus, en fait, vous êtes discriminé par plusieurs critères et au moins vous êtes visible d'une certaine façon. Vous devenez complètement invisible parce que vous rentrez dans des catégories beaucoup plus englobantes où il n'y a plus la spécificité, vous voyez, cumulative de votre discrimination. Donc, ce qui nous a semblé en fait problématique, c'est qu'on était obligé de reconstruire intellectuellement, d'une certaine façon, les récurrences statistiques pour montrer qu'il y avait une surenchère discriminatoire. Je vous explique. Et vous pouviez trouver quelqu'un, par exemple, qui était à la fois discriminé. Il y avait une étude, par exemple, sur l'accès au stage et au premier emploi en raison de l'origine géographique. Hein, donc, vous voyez les discriminations, et là, vous voyez les origines, etc., qui étaient là. Ensuite, vous voyez sur un autre aspect que, par exemple, c'est l'accès à la santé, etc.
Et il semblerait que finalement, la seule chose que l'on pouvait dire, c'était il se trouve que par ailleurs, donc cette personne est une femme et que par ailleurs, elle est d'ascendance migratoire, sans qu'il y ait finalement de corrélation faite sur le statut professionnel que cette personne avait. Donc, ça, c'était un des aspects importants, c'est-à-dire qu'appeler à l'intersectionnalité aussi dans les instruments de mesure, donc pour quantifier d'une certaine façon, amenait à réviser les catégories opératoires et les populations cibles en tant que telles. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, du coup, c'est pas, comme je le disais, opérer n'importe quel type de croisement. Ce qui est fondamental quand même et qui n'est pas opéré, il ne suffit pas simplement de faire des catégories sur le fait, par exemple, d'être un homme qui habite dans telle région et qui serait, je ne sais pas moi, il y a des critères qui sont beaucoup plus pertinents, disons, dans certains secteurs, alors professionnels ou de santé, etc., que d'autres. Et c'est ça dont il faut tenir compte. Et notamment, donc, évidemment, l'assignation de sexe, elle est importante, elle est fondamentale, ne peut pas être évacuée. Et puis, l'assignation aussi, d'une certaine façon, confessionnelle, ou alors simplement, l'assignation ou la confession, la manifestation de l'expression confessionnelle, réelle ou supposée. Ça, c'est deux choses qui étaient vraiment fondamentales, et effectivement aussi le capital économique et culturel. Ce qu'on appelle, nous, en fait, dans les études en sciences sociales, sexe, race, classe. Hein, voilà. Mais c'est sur la manière dont, en réalité, on le trouve autrement dans des textes de politique publique. Donc, il est faux de dire que l'intersectionnalité, c'est simplement une analyse multifactorielle. C'est pas que ça. C'est pas n'importe quel type de facteur. C'est vraiment ces trois facteurs-là sont déterminants. Si on veut faire l'intersectionnalité, on ne peut pas évacuer l'un. C'est pas possible. On ne peut pas juste mettre, c'est pas juste l'âge et le sexe non plus. Vous voyez, ça c'est important. Il faut qu'il y ait vraiment ces trois aspects-là. Ensuite, au niveau méthodologique, donc comment est-ce qu'on fait ça de cette façon? L'apport et le bénéfice d'une approche intersectionnelle en termes de genre, de diagnostic et de transformation des inégalités, c'était aussi d'une attention, avant tout, c'est fondamental, à celles et ceux qui sont victimes de ces discriminations, en tant que collectif aussi, la manière dont se constitue en collectif, et parce que d'utiliser ce qu'on appelle la méthodologie du point de vue situé. Ça, c'était fondamental pour nous. Enfin, c'était une des recommandations qu'on avait faites, de travailler avec les collectifs et les associations, déjà, qui, sans être une institution en tant que telle, de dépôt de plaintes ou de recueil de guichets, justement, de plaintes, voilà, avec un procès verbal, etc., bien, il y avait déjà ce travail-là qui est fait au niveau de la société civile, dans certaines associations, et qu'elle contribue, ça c'est très important, à donner une forme d'objectivité aussi à la discrimination subie. Là où justement, on ne peut pas le dire dans le cadre de certains textes, dans le cadre même de la loi, on ne savait même pas à qui s'adresser, j'allais dire, lorsque l'on est par exemple discriminé en tant que femme, par exemple, femme voilée, etc. Est-ce que c'est en tant que femme? Est-ce que je dois aller là, vous voyez, dans ce type de guichet? Ou est-ce que je dois aller au contraire du côté de la discrimination raciale, simplement, ou confessionnelle? Donc, il faut pouvoir travailler avec… alors, pourquoi? Le risque, évidemment, qui a été souvent avancé, c'est alors, ça va être… On est dans la subjectivité pure et on va complètement perdre, en fait, justement, l'idée dans la lutte contre les discriminations, c'est de pouvoir objectiver objectiver justement l'inégalité subie en tant que telle. L'idée, justement, c'est de dire qu'au contraire, on accède à une objectivité beaucoup plus robuste quand on prend en compte, justement, cette mise en commun des différentes expériences, des expériences vécues de la discrimination. Ça contribue effectivement à donner une objectivité plus robuste en tant que, précisément, ça contourne les biais dits de neutralité. Donc ça, c'est important parce que, alors là, pour le coup, en tant que féministe, on a souvent reproché également on ne pouvait pas travailler, hein, vous savez, sur les inégalités entre femmes et hommes parce qu'on était concernés.
Il y a beaucoup eu cette idée-là. Hein. Bourdieu était l'un des premiers à le dire, d'ailleurs. Hein. Lui, il pouvait écrire sur la domination masculine, évidemment, mais les féministes ne pouvaient pas parce qu'elles étaient concernées. Oui, c'est le biais. Donc, du coup, il y a cette idée-là à l'inverse que non, il y a un avantage épistémique. Ça ne veut pas dire que c'est le seul et c'est l'unique et qu'il n'y a que ces personnes-là qui peuvent. Mais il faut pouvoir le prendre en compte, c'est-à-dire finalement donner à cette parole-là aussi une certaine forme de légitimité. L'autre aspect, je vais essayer d'être un peu plus rapide, c'était qu'est-ce qu'on entend par discrimination. Et ça a été aussi un objet voilà, de décentrement un peu aussi par rapport à ce qui se faisait auparavant. C'était de considérer les discriminations systémiques et structurelles. Et comment est-ce qu'on pouvait opérationnaliser ça d'une certaine façon, cette prise en compte des discriminations structurelles. Donc, j'allais dire le shift, enfin, le glissement qu'il a fallu opérer, c'était de changer notre vision des discriminations qui est assez finalement individualiste dans les législations actuelles ou dans les politiques tout simplement, ou dans certains types de politiques publiques, où on considère justement la lutte notamment contre les discriminations raciales ou les discriminations fondée sur le genre, hein, donc toujours séparé, comme étant de l'ordre d'une expression nécessairement explicite, vous voyez. Et donc, le champ juridique, ce serait de démontrer l'intentionnalité chez l'auteur d'une discrimination, bien l'intention du préjudice. Donc, on va s'intéresser majoritairement du type, vous voyez, les consignes qu'avait données Ikea autour de 2000 ou 2001, de ne pas recruter, par exemple, des personnes de couleur, etc. Donc ça, évidemment, il faut le faire, et c'est un travail à faire, c'est-à-dire d'aller détecter un peu... mais ça, c'est déjà couvert par la loi, en réalité. Vous voyez, c'est déjà couvert. Toute l'expression explicite en tant que telle, puis il y a des consignes. Hein, ça, c'est déjà couvert. Donc, j'allais dire, notre travail là-dedans... Donc, l'important, au contraire, ce qui n'est pas fait, et c'est ça, cartographier les marges et les invisibles et faire la liste des absents, c'est de comprendre différemment les discriminations, non pas du point de vue de l'intentionnalité, de la causalité de l'agent, mais au contraire du point de vue des effets qu'une politique a, notamment une politique publique. Par exemple, je prends un exemple pour un collège. Le collège, il y a un collège ici à Toulouse, dans un quartier populaire, donc juste à côté de chez moi d'ailleurs, pas très loin, qui a fermé pour des raisons dites donc qu'il n'y aurait pas suffisamment de mixité sociale, on va dire raciale, mais il n'y aurait pas suffisamment de mixité sociale, et donc pour améliorer par ailleurs les performances scolaires, et bien donc de fermer le collège et donc d'envoyer les personnes soit au centre-ville si vous voulez, en tout cas pas dans les périphéries. La conséquence, en réalité, l'auteur, est-ce que vraiment ces personnes-là se sont dit c'est pour éviter le communautarisme, etc. En réalité, on s'en fiche. Je ne sais pas savoir si les personnes véritablement sont racistes ou pas. L'effet, quel est l'effet sur les populations? C'est-à-dire, quelles sont les personnes concernées, majoritairement concernées? Quel type de personnes sont majoritairement concernées et quels effets indésirables une telle politique a sur ces personnes? Et c'est là où on peut parler alors de quelque chose qui serait de l'ordre d'un racisme, on peut le dire comme tel, d'un racisme structurel ou systémique. Donc, c'est plutôt de s'intéresser aux conséquences des politiques publiques. Et enfin, j'ai peut-être terminé là-dessus, parce que j'étais assez longue, mais... Alors, je suis vraiment désolée, mais il faut que je dise, en fait, je dois partir vraiment à 17h pile. Donc, je dis... Voilà. Après, bon, c'est pas grave, mais je devrais partir à 17h. Donc, si je vais avoir le temps de dire deux, trois mots. Oui, non, je vais te laisser partir. Alors, j'avais les côtés positifs. C'est pas grave. Mais je suis vraiment désolée. Après, si vous pouvez rester après, tu pourras le faire. Ou alors, tant pis, moi, je parle moins longtemps, mais c'est juste que... Oui. C'est ce que je voulais vous proposer, en fait, parce que je pense qu'il y a une partie sur les propositions un peu concrètes sur lesquelles je voulais relancer Auria. Et donc, si Emilia, vous pouvez... rapidement, je suis désolée, en fait, j'aurais dû vous faire intervenir au début, mais ce sera bien de compléter. Et puis ensuite, on reprendra la discussion aussi avec Suzy, parce que j'avais 2-3 points sur lesquels je voulais revenir. Merci, parce que du coup, ça pose bien le décor déjà de la réflexion intersectionnelle. Emilia, du coup
Oui, d'accord. Donc, en fait, moi, je vais principalement, donc je vais réduire ce que je voulais dire et me focaliser vraiment sur la relation entre système et identité. Parce que, en fait, il y a une sorte d'incompréhension de l'intersectionnalité qui fait qu'on se focalise, en fait, qu'on peut très vite tomber dans, comme ce qu'on y a décrit, des espèces de schémas extrêmement compliqués qui ne font pas, qui n'essayent pas de justement combattre les systèmes. Et là, je reviens sur ce que Suzy a dit, puisqu'il s'agit de voir donc, le système patriarcal. On n'est pas tellement attaché en fait aux histoires de discrimination individuelle, c'est-à-dire que l'aspect individuel est beaucoup moins important. Donc, j'aimerais partager 2-3 slides avec vous juste pour illustrer ce point. Alors, je suis vraiment désolée, c'est en anglais, mais bon, ce n'est pas des mots très compliqués, je pense que c'est des mots que tout le monde va pouvoir comprendre. Voilà. Donc, voilà, on a des discriminations et d'un point de vue, donc au niveau des politiques publiques, on a tendance à se concentrer uniquement sur un aspect des discriminations. Et on ne peut comprendre les discriminations que lorsqu'elles sont envisagées d'une manière holistique, c'est-à-dire qu'on voit toutes les dimensions. Et on a tendance à ne voir que la dimension individuelle et à ne pas voir les autres dimensions qui sont la dimension structurelle, la dimension institutionnelle et la dimension historique. Donc, voilà à quoi ça ressemble un petit peu en ce moment. C'est-à-dire qu'on est focalisé sur l'individuel. On va s'attacher à des formes de discrimination qui présupposent une relation interpersonnelle avec éventuellement aussi des actes précis où on va pouvoir avoir une victime, une personne coupable et une intention. Or, l'intersectionnalité ne peut s'envisager que sous cet angle. C'est-à-dire que l'aspect individuel va rester très, très superficiel et ça ne va pas du tout nous aider à combattre l'aspect inconscient et pas intentionnel, justement, des discriminations. Et à partir de ce moment, c'est pour ça que j'aimerais me baser sur la notion de différence et hiérarchie. C'est-à-dire que les différences auxquelles on s'attache ne sont que les différences qui sont placées dans une hiérarchie. C'est-à-dire que les personnes qui vont dire « oui, mais l'intersectionnalité, du coup, c'est infini. On n'a pas terminé, en fait, d'avoir des différences entre les êtres humains. » Non, on ne parle que des différences qui sont placées dans une hiérarchie. On ne va parler que des différences qui sont produites par les systèmes d'oppression. Donc, quelles sont ces différences? Quelles sont ces identités? On va parler donc de race, gender, class, disability, age, etc. En français, la race, la classe, le genre, le handicap, l'âge. Je n'ai pas le temps d'aller plus en détail là-dessus. C'est dommage parce que c'est vraiment pour montrer que toutes ces catégories sont des constructions sociales, c'est-à-dire qu'elles n'ont aucune base biologique, elles n'ont aucune base scientifique. Et pourtant, elles ont un effet extrêmement violent dans notre société, puisqu'elles continuent en fait de définir notre accès au pouvoir, notre accès aux ressources, notre accès aux droits, notre accès à la protection, notre accès aussi à l'empathie, parce que c'est-à-dire que l'empathie de la société vis-à-vis de la situation de certaines personnes, ça va permettre justement l'accès à ces droits, etc. Donc, on va regarder ces identités, mais on va se décentrer de ces identités, essayer de comprendre d'où elles viennent. Qu'est-ce qui produit ces identités? Ce qui produit ces identités, c'est des systèmes d'oppression qui ont tendance à déranger, voilà, à déranger et à mettre mal à l'aise, mais il faut les nommer. Et je pense qu'on ne peut avancer dans une approche intersectionnelle que quand on commence à nommer l'oppression, que quand on commence à nommer ces systèmes. Et ce sont le patriarcat, le capitalisme et le racisme, avec tous les sous-systèmes ou les sous-systèmes qui vont ensemble maintenir cette hiérarchie dont j'ai parlé au début et qui structure les inégalités. C'est-à-dire que cette hiérarchie, elle est à la base de toutes les inégalités. Et on l'intègre en fait sans s'en rendre compte. Et ça se fait donc depuis le plus jeune âge en fait. Mais les personnes qui ont des problèmes avec certaines identités, elles ont en fait un problème avec la hiérarchie et avec l'inégalité qui se cache derrière. Donc par exemple, moi je me souviens quand j'étais à l'école maternelle, et je pense que c'est quelque chose qui n'a pas été vécu juste par moi, mais il y a donc un enfant qui est venu vers moi et qui m'a dit « Ah, tu es noire !» Et donc en France, je sais qu'il y a la différence entre métis et noir, mais l'institutrice est venue vers nous, elle a dit « Ah non, 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 je ne veux pas entendre ça, vous êtes tous des enfants, il n'y a pas de différence. » Donc quand on a l'intention en fait de gommer les différences,
Donc, ce qui est très, très répandu en France avec le modèle républicain, où voilà, on a peur du particularisme, mais on a peur des particularismes qui sont opprimés. Hein, ça, c'est toujours quelque chose, il faut le dire aussi. On en vient à une situation où on n'a plus rien pour travailler. On n'a plus rien pour combattre les oppressions, puisque voilà, il s'agit tout au plus de la classe sociale, alors que la classe sociale est structurée justement par d'autres catégories. Donc, l'intersectionnalité nous invite à nous focaliser sur les systèmes qui produisent ces identités, qui produisent la hiérarchie dans lesquelles ces différences sont imbriquées. Et donc, pour donner un exemple, j'aimerais, voilà, c'est un exemple très concret, où on aurait une personne hypothétique. Donc, ça renvoie au fait à l'incompréhension de l'intersectionnalité. Donc, vous m'excuserez pour le dessin, je ne suis pas très douée. Mais voilà, donc on a une personne hypothétique qui aurait en elle toutes les discriminations. Voilà, elle serait donc de classe sociale défavorisée, elle serait lesbienne, handicapée, migrante, rome, musulmane, trans et noire. Voilà, donc c'est un cas très hypothétique. Et les personnes qui critiquent l'intersectionnalité diraient oui, donc ça ne fait aucun sens puisque au niveau, enfin je veux dire, ça ne fait aucun sens puisque si, statistiquement parlant, c'est un cas négligeable en fait. On ne va pas se focaliser sur ces personnes-là. Oui, c'est un argument valide si on se base sur l'identité, sur l'individu. Si on se base sur les systèmes, cet argument perd toute sa force, puisque une approche intersectionnelle ne nous demande pas de nous focaliser sur cette personne en particulier, ou alors de chercher des cas, d'essayer de rassembler les personnes les plus discriminées possibles. Ce qu'elle nous demande, c'est de créer les conditions dans la société. Donc, les conditions dans la société, donc, ça rejoint ce que Ouria et Suzy ont dit, sur donc l'accès au travail, l'accès au logement, l'accès donc au droit, l'accès à des statuts de résidence vivables, parce qu'on parle vraiment c'est une question de survie, là, c'est une violence terrible en fait d'être dans une situation où on ne nous permet pas d'arriver quelque part. Et de complètement faire partie de la société. Donc, on en fait partie, mais en souterrain, dans des conditions désastreuses, sans reconnaître en fait juste l'humanité des personnes. Donc, pour créer ces conditions, pour être sûr que cette personne qu'on voit au milieu, qu'elle soit dans une situation, voilà, qu'elle soit en sécurité, qu'elle ait accès à un logement donc non salubre, qu'elle ait accès aussi à un emploi qui soit digne de ce nom aussi, qu'elle soit dans une situation économique qui lui permette voilà, de vivre normalement, de se nourrir, de s'habiller, de nourrir sa famille, et aussi de vivre la vie, de vivre sa vie de manière libre. Il va falloir combattre la transphobie, il va falloir combattre l'islamophobie, le racisme anti-rom. Il va falloir combattre les lois d'immigration et les lois d'asile qui sont extrêmement discriminantes et coloniales. Il va falloir s'assurer qu'il y ait justement un accès pour les personnes handicapées qui dépasse voilà, 3 stations dans Paris. Il va falloir aussi s'assurer qu'on va combattre l'homophobie, la lesbophobie et qu'on crée des conditions économiques qui ne perpétue pas en fait désolée, j'ai tellement pas l'habitude de parler français, je me rends compte, c'est terrible. Donc, qui perpétue des inégalités au niveau de la classe et qui précipite toute une classe de personnes en fait dans une précarité sans nom. Donc, voilà, il va falloir combattre ces systèmes. Une fois qu'on aura combattu ces systèmes, donc en se basant sur cette personne hypothétique, on pourra s'assurer que ce sera le cas pour toutes les personnes migrantes, pour tous les Roms, tous les musulmans, toutes les personnes trans, etc. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un trickle-down effect, on va avoir un trickle-up effect. C'est-à-dire que ça va à l'encontre totale de ce que font les politiques publiques en ce moment, puisque les politiques publiques en ce moment se basent sur le ruissellement. Voilà. Le ruissellement, et c'est voilà. C'est-à-dire que si les femmes dans les positions très élevées, voilà, en politique ou dans les entreprises arrivent à arriver au top, ça va avoir un effet sur le reste. Non, non, cette stratégie n'a pas fonctionné. Cette stratégie est une stratégie intersectionnelle qui va au-delà de l'individu, qui va vraiment s'attaquer au système. D'accord. Merci, c'était très synthétique, mais très clair. Je trouve que ça
c'est une bonne manière de présenter une introduction très simple en fait à votre approche. Je suis vraiment désolée, je suis vraiment confuse qu'on n'est pas mieux préparé pour que ça puisse qu'on puisse échanger. Mais donc dans tous les cas, comme je disais, on va vous transmettre les textes qu'on va préparer et on continuera à échanger, prendre un peu de votre temps et d'avoir surtout votre avis sur ce que nous, on pourra proposer. Je pense qu'il y avait une dimension, mais on va en discuter avec Auria et Suzy, une dimension aussi de comparaison internationale qui m'intéressait aussi, de voir voilà, ce qui se fait dans les autres pays, ou en tout cas ce qui a pu avancer avec cette approche-là, en fait, en termes de politique concrète et de faire reculer l'ensemble des discriminations. Mais voilà, on aura l'occasion de continuer cet échange. J'ai juste une petite question, l'enregistrement, est-ce que ce sera sur l'intranet de l'Assemblée nationale? Ce ne sera pas sur YouTube ou sur... ce ne sera pas en libre accès? Bah si, c'est en ligne normalement, du coup. Ah. Mais si ça me pose problème, on ne le mettra pas, c'est pas un problème. D'accord. En fait, moi, oui, parce qu'en fait, quand je fais cette présentation, enfin, oui, je préférais que ce ne soit pas en ligne, en libre accès à tout le monde. Donc, si c'est possible, oui, ce serait super. Mais après, bon, c'est pas grave. Enfin, je veux dire. Non, mais on le respecte, c'est pas un problème. D'accord. Juste l'idée, c'est que, du coup, c'est aussi un moment pour au-delà de nous-mêmes, beaucoup de gens de pouvoir s'intéresser au sujet et comprendre un peu et faire ce que nous on fait là, c'est aussi approfondir ces réflexions. Mais d'accord, bon, c'est pas grave. Oui, ouais, Emilia, on en reparlera, mais je pense que c'est intéressant quand même que les gens voient aussi ce que tu dis, ce que tu fais, tu vois. Enfin, moi, je trouve ça très bien. Mais je ne veux pas du tout vous mettre en difficulté. Non, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est juste, enfin... Oui. J'ai mes raisons, mais là, c'était la France. Non, mais il n'y a pas de souci, on peut le mettre en ligne, il n'y a pas de problème. Si c'est lié, si c'est bien, si on est bien lié, je veux dire, si nos noms sont bien écrits et que ça peut renvoyer donc au site internet, etc. Ah oui, ben ça on mettra. Enfin, alors, écoutez, de toute façon, on va vous en renvoyer l'enregistrement, le montage qu'on fera. On mettra les choses tout à fait bien. Et vraiment, hein, il n'y a aucune. Enfin, c'est vraiment dans un but pédagogique et parce que quand on fait des auditions, la plupart des auditions en fait sont retransmises en direct en fait sur le site de l'Assemblée. On peut le faire à huis clos quand c'est demandé, mais vraiment il n'y a pas de problème. Non, mais il n'y a pas de souci, allons-y. Merci en tout cas, je trouve que c'était vraiment synthétique, mais on comprend très bien, voilà, à la fin, et ça rejoint vraiment bien ce que disait Suzy Rothman au tout début, que voilà, on se bat contre un système en fait, et en tout cas, on veut remettre en cause un système. Je suis vraiment désolée, mon autre rendez-vous a commencé, c'est pour ça que je dois vraiment partir, mais je vous remercie beaucoup et bonne fin d'audience. Merci. Dommage que vous partiez, j'aurais bien aimé continuer à discuter. Une prochaine fois. On va continuer. En général, on a du mal à discuter ensemble, donc là, et on verra qu'on n'a pas tellement de divergences. Oui. Contrairement à ce qu'on peut penser. Oui, écoutez, la discussion continue, en tout cas si elle a pu s'ouvrir et les contacts se faire, tant mieux. Merci encore à Emilia. Moi, je voulais du coup, et qu'on continue du coup la discussion, y compris par rapport à ce que présentait Auria, j'avais 2 questions pour toutes les deux et vous pourrez aussi réagir à ce que vous avez dit les unes des autres. La première, c'était sur les actions de groupe. Je pensais notamment, Suzy Rothman, à l'action qui est menée par des employés de la Caisse d'épargne contre les discriminations de salaire en Caisse d'épargne d'Île-de-France. C'est à l'initiative notamment soutenue par la CGT. Et c'est une première action du genre. Et je me demandais comment vous appréhendez cette utilisation qui est assez nouvelle en fait du droit et de la justice pour obtenir des victoires. C'est quelque chose que vous travaillez ou sur lesquels vous êtes mobilisé ou que vous regardez avec intérêt? Est-ce que pour vous, ça vous semble la jurisprudence aujourd'hui et la justice? Parce que c'est de fait, mais même pour moi, c'était assez nouveau comme démarche, en tout cas en France et dans les milieux
même féministes, etc., je crois. Donc, j'aurais bien aimé avoir votre avis là-dessus, ainsi que le vôtre, Auria, sur ça. Et puis, les outils qui existent aujourd'hui, alors bon, j'imagine la réponse, mais c'est aussi pour savoir du coup comment on ne fait pas la même chose, mais les outils type l'index de l'égalité dans les entreprises, etc. D'une certaine manière, il y a la dimension de pouvoir savoir, en fait, de faire un diagnostic, un peu ce que vous présentiez, Ouria, mais j'ai l'impression que ça se traduit très vite en gadget, en fait. Et du coup, qu'est-ce qui manque à ces outils-là, type l'index de l'égalité pour savoir les salaires, etc. Qu'est-ce qui manque à ces outils-là pour que ce soit effectivement effectif de votre point de vue? Et le troisième point, du coup, plutôt également, notamment pour Ouria, sur du coup, qu'est-ce qui a été mis en œuvre suite à votre enquête comme politique ou pratique, à la fois au niveau des espaces de travail, mais aussi, vous disiez que c'était une région, c'était la région de Bruxelles qui avait sollicité ces recherches, au niveau justement des politiques publiques, si vous pouviez donner des exemples. Est-ce que je pourrais faire une petite précision pour répondre à Ouria avant qu'elle me réponde là-dessus? Oui, non, je voulais dire que... Non, mais je voulais dire que ça s'est peut-être pas tellement vu dans mon intervention, j'en sais rien, mais nous n'avons jamais considéré que les femmes et les hommes, alors je ne sais pas comment les qualifier, de classe, de groupe, sont des entités homogènes. Loin de là. On se définit comme féministe lutte de classe. Je rajouterais et antiraciste, et que effectivement, je ne sais pas si vous avez vu dans les revendications que j'avance, notamment par rapport au travail, en général, ça part des femmes les plus exploitées, les plus discriminées, etc. Et on y tient beaucoup, parce que dans le mouvement féministe à l'heure actuelle, tout le monde n'est pas lutte de classe, pour employer des termes anciens, mais on y tient aussi, parce que les classes sociales existent, toujours, malgré ce qu'on nous raconte, et que malheureusement, tout le monde n'est pas lutte de classe. Alors, c'est sûr que c'est compliqué avec les femmes parce qu'il y a des luttes communes sur l'avortement, contre les violences, c'est commun. Mais il y a effectivement, moi par exemple, le terme de sororité, je ne l'aime pas beaucoup. Pourquoi? Parce que je ne suis pas sœur de Marine Le Pen, je ne suis pas sœur de Christine Lagarde. En revanche, je veux bien parler de sororité féministe, mais pas sororité tout court. Voilà, c'est le... Donc, voilà, et alors, c'est vrai qu'avant que Crenshaw ne théorise l'intersectionnalité, il y a une sociologue du travail qui s'appelle Danielle Kergoat, une sociologue française, je ne sais pas si vous la connaissez, qui a théorisé ce qu'elle a appelé la consubstantialité. Et elle a bien expliqué que la consubstantialité, qui rejoint un peu quelque part l'intersectionnalité, ce n'était pas une consubstantialité ou une intersectionnalité des identités, mais on était en plein dans le débat avec Émilie, mais des rapports sociaux de domination. Et ça c'est vraiment très important. Et pourquoi il y a beaucoup de gens qui rejettent l'intersectionnalité à l'heure actuelle? C'est parce qu'il y a des militantes et des militants qui aussi font une intersectionnalité des identités. Enfin, me semble-t-il. Et ce qui fait que, mais il faut parler effectivement en termes de rapport de domination, et là, il n'y a pas de problème. Mais loin de moi, l'idée de considérer que les hommes ou les femmes sont des groupes homogènes. Certainement pas. Voilà. Je laisse Ouria répondre sur les actions de groupe et tout, mais je pourrais dire deux mots aussi, mais je ne suis pas spécialiste. Oui. En vrai, moi, tout de suite, deux mots, effectivement. Juste pour dire aussi, Rojman, moi, je trouve vraiment utile et c'était intéressant pour nous d'avoir différentes approches et différentes traditions ou sensibilités justement féministes pour avoir ce dialogue-là, et j'espère qu'on aura l'occasion de continuer à l'avoir par ailleurs dans d'autres cas. Il est parfois difficile dans le mouvement, donc et je pense que voilà, et on peut créer un espace à travers les débats parlementaires, mais je trouve que c'est... Il faut passer par l'Assemblée nationale pour débattre. Mais je pense que ça peut être vraiment très fructueux en fait, et voilà, on va pas tous avoir d'ailleurs les mêmes labels, et c'est pas l'idée d'avoir un féminisme uniforme, c'est aussi très bien qu'il soit divers, mais en tous les cas, je pense que l'idée, c'est
voilà, d'entendre et de se nourrir en fait de toutes ces approches en tous les cas. Et donc oui, en fait moi je m'intéressais du coup du point de vue du CNDF. Comment vous appréhendez? Est-ce que vous pensez que c'est une voie à suivre, par exemple sur voilà les actions de groupe à favoriser? Voilà. Est-ce que voilà, c'était. Non, je trouve ça très intéressant. Effectivement, ça nous vient des États-Unis. C'était pas possible avant. C'est possible maintenant. Bon, je crois pas uniquement à l'action juridique. Moi, je crois qu'il faut qu'elle s'appuie sur une action politique. Mais si on marche bien sur deux jambes, je trouve ça très intéressant au sein des entreprises de mettre à jour, par exemple, les inégalités salariales, etc., etc. Non, non, je trouve ça très, très bien. Alors maintenant, le deuxième problème que vous souleviez, c'était sur les politiques publiques. Quand j'entendais Ouria et Émilie, je me disais, ok, pas de problème, je reconnais, mais comment le traduit-on en politique publique? C'est comme les lois sur les violences. On en a déjà un certain nombre, elles ne sont pas appliquées. On a déjà un certain nombre de lois, et heureusement, contre le racisme, contre les discriminations. Comment fait-on pour que ça soit appliqué? Voilà. Ouria? Alors oui, je réponds. Alors du coup, juste, je reviens en fait sur ce que j'avais dit aussi tout au début, effectivement, comme une approche de genre aussi. En fait, ce que je voulais dire, c'était que du coup, disons, on va parler, le groupe cible n'est pas nécessairement que les femmes. C'est ça que je voulais dire. C'était pas juste la défense des femmes, si vous voulez, mais effectivement, donc aussi également des hommes dans des formes de discrimination qui peuvent être au travail, en raison justement notamment de l'origine supposée ou la confession, etc. Parce que tout simplement, enfin bon, on n'a pas le temps de tout dire, mais en raison aussi de discrimination structurelle, il y a un héritage, j'allais dire, alors qui peut être effectivement colonial, esclavagiste, etc., et qui a encore des incidences aujourd'hui dans la perception de certaines communautés supposées en plus. Hein, parce que ça ne fait pas forcément communauté parce qu'on a tel ou tel prénom ou telle confession, etc. Mais du coup, joue encore comme des désavantages dans certains milieux. Alors notamment, voilà, on avait fait le milieu professionnel. Si on s'intéressait au milieu de la santé, on aurait peut-être trouvé des choses un peu similaires. Bon, je ne peux pas en faire la présomption immédiate. En tous les cas, donc voilà, pour répondre à ça. Et puis ensuite, c'était de dire que voilà, la femme n'est pas le sujet naturel. Voilà, on peut s'intéresser aussi aux trans, etc. Enfin, bon, je sais qu'il y a tellement de débats là-dessus. Mais bon, donc voilà, c'est tout. Que femme n'est pas. Je ne voulais pas vous dire que c'était vous qui disiez que les femmes étaient une classe homogène. Hein, ce n'était pas ça du tout. Mais que, voilà, il peut y avoir. Il faut prendre en compte justement des trajectoires différenciées au sein même du groupe de femmes, mais aussi au sein même du groupe des hommes. Et que le sujet homme aussi est un groupe cible et pas simplement un groupe à attaquer d'une certaine façon, si on peut le dire comme tel. Bon, je caricature beaucoup là. Alors ensuite, le deuxième aspect, c'était à propos du domaine juridique. Alors moi, au contraire, je crois que le domaine juridique est un levier. Ça ne suffit pas. Évidemment, on le sait très bien, mais c'est une arène très importante et fondamentale. Moi, j'aime beaucoup, enfin voilà, il y en a qui disent que bon, le droit, ça ne sert à rien, effectivement, pour toutes les raisons que vous avez dit d'ailleurs, hein, Suzy, c'était de grands débats, de savoir est-ce qu'on fait appel à la police, est-ce qu'on fait appel, effectivement, porte-plainte. Je suis d'accord que c'est en plus très concrètement et en contexte, effectivement, il peut y avoir des difficultés parce que comment est-ce qu'on peut à la fois critiquer les discriminations, j'allais dire, opérées par la fonction même police et en même temps, vous voyez, ce que vous disiez, les discriminations ou les violences faites aux femmes ou aux minorités et aller porter plainte. Bon, donc ça, c'est tout à fait, voilà, j'en ai tout à fait conscience, mais en revanche, voilà, moi je me dis qu'on peut transformer le droit et les class actions, ce qu'on appelle en fait les groupes, ce que vous avez dit, les actions de groupe, en anglais c'est les class actions, les actions de groupe, c'est une manière c'est des arènes, on transforme en fait le juridique aussi en arène. C'est une parole politique aussi qui émerge rien que du fait du caractère un peu massif de la manière dont on porte plainte. Nécessairement, je pense par exemple à ce qui a été fait justement à propos des violences policières, les enfants du 19e arrondissement, si je ne me trompe pas, qui ont porté plainte collectivement, vous savez, contre les pratiques. Oui, 12e en fait, c'est plusieurs. 12e, oui, je me souviens plus, c'est 12e, exactement, oui. Contre les pratiques de harcèlement policier qui, je crois, si je me souviens bien, ont eu gain de cause. En tous les cas, ça a été porté en tant que tel, et du coup, ça a été médiatisé, politisé, c'est ça, on politise par ces groupes d'action, et c'est ça qui est vraiment intéressant. On avait vu ça déjà pour les OGM, dans d'autres domaines, en fait.
d'utiliser comme ça, comme des arènes, mais quand on est suffisamment nombreux. Et ça permet aussi de sortir de la logique victimaire. Parce que ça montre aussi que pour se défendre, on n'est pas obligé de se présenter uniquement comme victime, mais aussi comme porteuse et porteur d'un savoir. En l'occurrence, d'un savoir sur un certain type de violence, parce que ce sont des diagnostics, du coup, qui dépassent en général simplement la relation interpersonnelle. Vous voyez, entre le perpétrateur, enfin, l'accusé, si on veut, et puis, et puis la victime. Donc, ce n'est plus une identité d'être victime. Ça, c'est important. Ouais, parce que c'est toujours le biais, j'allais dire, quand on intente des procès, c'est qu'on est obligé de dire qu'on était sans défense pour pouvoir dire qu'on est vraiment une victime, parce qu'on est comme une bonne victime. Et ça, c'est, voilà, on sait très bien les biais que ça, notamment au niveau des violences dites raciales, puisqu'on suppose toujours que les personnes ont été dangereuses, etc., en raison de leur culture. Ensuite, l'autre aspect, c'était sur les… Ah, vous m'avez demandé sur l'index, c'est ça, de l'égalité. Oui, les index, oui, voilà. Ce qui a été mis alors, justement, oui, c'était… en fait, il n'y avait pas du tout… il y avait un peu de la diversité. C'est-à-dire, il y avait juste simplement comme critère… Est-ce que, du coup, on peut avoir un peu des femmes, un peu de femmes, dans des professions qui étaient majoritairement masculines? Est-ce qu'on peut avoir quand même une ou deux personnes d'origine, qui apparaissent véritablement comme d'origine étrangère, et puis évidemment d'intégration des personnes à validité réduite, à mobilité réduite. Bon. Du coup, c'était que de la diversité prise en ce sens-là. Et évidemment, c'est une espèce de capture des luttes discriminatoires à des fins purement de relations extérieures, de communication, de marketing, disons, de l'image de l'entreprise, sans réelle remise en cause des modes de recrutement, donc de gestion des ressources humaines, ni même d'ailleurs du rapport souvent aussi pour ce qui est lors des services, du rapport à la clientèle. Parce que du coup, ce qui est la volonté la plupart du temps des entreprises, c'est parce qu'ils ont un baromètre, en fait, des entreprises, un baromètre des inégalités. Et puis, ce qui ressortait du coup de ce baromètre, c'était que pour neutraliser, par exemple, dans les services, la relation client-salarié, d'une certaine façon, c'était précisément pour améliorer le confort de ces interactions-là, de neutraliser tout ce qui pourrait faire penser justement à quelque chose qui serait de l'ordre d'une origine différente, ou donc changer de nom, par exemple, tout ce qui est dans le travail téléphone, dans les télécommunications, vous voyez, dans le service le service dans les télécommunications, vous savez, après-vente, etc., pour l'accès Internet, etc. On demandait aux gens de changer leur nom. Pareil dans la restauration également. Et l'idée, c'était de neutraliser comme ça et d'améliorer le confort de l'interaction en ne présupposant pas que la personne soit d'origine étrangère. Il y avait ce type de choses. Donc, nous, ce qu'on avait préconisé, bon, déjà, c'était d'interdire ce genre de consignes, c'est-à-dire de demander aux gens de changer de nom. C'est légal, hein. C'est légal, on peut le demander, pour des raisons, soi-disant, de confort de l'interaction. En quoi est-ce que le fait de s'appeler Rachid serait de l'ordre de l'incompétence, un signe d'incompétence professionnelle. Bon. Donc, du coup, voilà, on avait demandé ça. L'autre aspect qu'on avait demandé également, c'était pour avoir une cartographie, en fait, justement véritable de la diversité supposée dans l'entreprise, c'est de faire une radiographie aussi en fonction du sexe, et de recouper aussi avec les noms, les patronymes, du coup sur la base tout simplement des personnes qui pourraient, en toute transparence avec les salariés. C'est en fait, on avait fait cette proposition-là qui a été reprise à partir d'une étude qui est faite en France, tous les ans, je ne sais pas si vous savez, mais quand les résultats du bac tombent, il y a une sociologie des prénoms qui est faite par Jean-Baptiste Coulmont, qui donne une cartographie comme ça, un relevé
des mentions obtenues au bac, de qui a obtenu le bac et avec quelle mention, en fonction du prénom. Donc, pas du nom, parce que du coup, là, ce ne serait pas discriminatoire. Vous voyez, si on avait le nom, donc que le prénom, pas reconnaître les personnes. Et là, vous voyez que majoritairement, les personnes qui ont des prénoms, oui, c'est ça, des prénoms du type Augustine, Marguerite, que sais-je, Charles, Édouard, etc., eh bien, avec davantage de mentions, le bac est de mentions très bien dans une certaine filière, etc. Donc, ça permettait de voir, en fait, à partir du patronyme, alors, non pas de dire qu'ils ont le bac à partir de leur patronyme, puisque les copies sont anonymisées, donc ça n'a pas de sens de dire ça, mais de montrer quand même comment, ce qu'on disait tout à l'heure, sur les effets, en fait. Concrètement, on s'intéresse justement aux processus discriminatoires à partir des conséquences et des effets. Donc, non pas tellement des publics visés que des publics au final concernés, relégués socialement, etc. Donc, il doit y avoir un problème quelque part si on retrouve les Karine, les Rachid, etc. Alors déjà dans les bacs pro, vous voyez, majoritairement. Donc, et ça, ils l'ont repris. Ça a été même assez immédiat. C'est-à-dire de voir en fait qui occupait quelle position dans l'entreprise à partir donc des patronymes et à partir du sexe. Ouais. Ça a été voilà, c'est pour avoir une bonne radiographie et se rendre. Il faut avoir une photographie. En fait, c'est la première chose sur les politiques anti-discrimination, c'est une photographie dans l'entreprise, je parle, d'avoir une photographie du personnel. Qui s'occupe de quoi, voilà, qui fait le ménage, par exemple, à l'université, qui se retrouve dans les instances de direction. Ça, c'est fondamental. On ne peut pas partir voilà, de grandes généralités, il faut partir vraiment de voilà, qui concrètement est là, et il faut pouvoir dire les choses, dire les noms, dire les mots. Donc, dire les discriminations ethno-raciales. Je parle par exemple pour voilà, à l'université, on a simplement une chargée de l'égalité. L'égalité, ça tout dépend de la chargée de, là parce que c'est souvent une femme, de la chargée de l'égalité qui peut considérer que l'égalité, c'est que l'égalité femme-homme, vous voyez, et pas d'autres caractéristiques. Alors nous, elle est super, elle fait plein de choses, et voilà, et parce qu'on travaille quand même ensemble, mais du coup, il faut pouvoir voilà, passer outre cet arbitraire-là. Et l'autre aspect qu'on avait mis en avant aussi, alors ça, c'était plus en réflexion générale, parce qu'on s'est rendu compte que les diplômes n'est pas nécessairement un passeport pour l'emploi. Notamment, ils pouvaient presque même être à charge, très étonnant. Alors, c'est les femmes là d'origine maghrébine, en l'occurrence, alors même qu'elles étaient fortement diplômées. Il y avait vraiment cette idée-là. Les familles investissaient dans le diplôme, et notamment dans le diplôme des femmes, et elles étaient sous-employées par rapport à leur diplôme, par rapport à leurs homologues aussi, masculins qui étaient moins diplômés, mais aussi par rapport à leurs homologues femmes d'origine belge à diplôme équivalent, etc. Donc, il y avait cette idée-là de comment revaloriser en fait le diplôme en tant que tel. C'est-à-dire véritablement, on s'est rendu compte que l'idée de l'autodidacte bénéficiait moins aux femmes qu'aux hommes de se faire soi-même. En fait, une femme sans diplôme et un homme sans diplôme, on pourra davantage, vous voyez, accorder une solvabilité professionnelle à l'homme sans diplôme qui peut se faire lui-même, etc., qu'à la femme, vous voyez, qui mise pourtant elle plus justement dans les diplômes. Donc, de favoriser davantage en réalité les diplômes, dans des cadres très précis, évidemment, notamment par exemple au moment d'évaluer les mobilités de carrière dans les entreprises, vous voyez, donc voilà, de miser aussi là-dessus. Bon, ça a été aussi repris en tant que tel. Bon, c'est des choses, après, c'est très concret sur des aspects sur lesquels on nous avait demandé de réfléchir. Une dernière petite chose aussi, peut-être qui peut être généralisée, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais est-ce que c'est un droit à la différence ou pas qu'on demande? Et non, c'est un droit à l'égalité. Et alors, comment est-ce qu'on fait un droit concrètement? Par exemple, je pense pour les cantines scolaires, par exemple en France, pour le dire, parce que j'en avais aussi parlé pour la Belgique, mais par exemple, d'avoir un repas. Alors, on l'a vu avec Lyon, ça a fait récemment voilà, toute une polémique parce qu'on avait proposé un jour sans viande, etc. Bon, nous, à Toulouse, ça existe depuis. Et on a un jour sans viande dans toutes les universités, dans toutes les écoles de Toulouse. Enfin, bon.
Donc, et cette journée sans viande, du coup, souvent est compris comme une sorte de l'entrisme communautariste, vegan ou musulman, etc. Alors qu'en réalité, l'idée, ce serait au contraire de le penser différemment, de le penser comme quelque chose qui, à la fois, peut profiter justement aux personnes qui, justement, pour des raisons religieuses, professionnelles, ne peuvent pas manger de viande, ou pour des raisons axiologiques, de valeurs, voilà, les véganes, etc. Et aussi donc pour des raisons de santé publique, puisqu'on sait avec les études qu'il faut manger de moins en moins de viande. En fait, et donc de comprendre, c'est ce qu'on finalement on a repris l'idée d'aménagement raisonnable, qu'on appelle. Les aménagements raisonnables, c'est de comprendre comment est-ce qu'une mesure ou un principe qui n'est pas dérogatoire, mais qui peut bénéficier en fait à une minorité, peut en réalité bénéficier à tous. Du type, par exemple, les salles, alors, oui, certains demandent des salles de prière, etc. Alors que tout simplement, les salles de repos, par exemple, sont demandées dans plein d'institutions, enfin, dans le lieu de travail, etc., qui sont des salles, du coup, où certains peuvent prier, d'autres peuvent se reposer, dormir, faire la sieste entre deux. Du coup, il y avait cette idée-là aussi de prendre, en fait, un niveau de généralité suffisant pour que ce ne soit pas discriminatoire envers certaines minorités, mais pour que ce ne soit pas non plus un préjudice, par ailleurs, pour les personnes qui ne partageraient pas voilà, telle ou telle confession, telle ou telle valeur philosophique, syndicale, etc. Donc, comme faire une salle de réunion, si vous voulez, à la fois pour des syndicats et puis pour d'autres personnes. Donc ça, c'est des accommodements raisonnables. C'est vraiment cette idée-là donc, qui va à l'encontre d'un droit à la différence. Donc, ce n'est pas faire des salles de prière, c'est pas du tout ça. C'est pas faire des repas végétariens ou halal, comme on le dit pour les musulmans, mais vous voyez, d'un intérêt, quelque chose qui est de l'ordre de l'intérêt général. C'est pareil pour les femmes, et vous savez, il y avait une demande qui avait été faite, alors je ne sais plus en Scandinavie, mais je ne sais plus dans quel pays exactement du Nord, mais il y avait le droit, une fois par mois, à avoir un jour de congé pour les femmes, vous savez, pour les règles douloureuses. Suzy, ça vous dit quelque chose, ça? Et c'est vrai que... On en parler, oui, mais... Ouais. Voilà, c'est pas très prégnant en France, je n'ai pas entendu beaucoup parler. En France, non, du coup, mais c'est vrai que, bon, il y a eu, dans l'absentéisme, en fait, dans l'entreprise, ce qu'on a remarqué, alors dans les écoles aussi, parfois, il y a du fait des règles douloureuses, du premier jour au troisième, enfin, bon, peu importe, mais il y a des absentéismes qui peuvent être, en plus, sous d'autres couverts, et qui peut, malheureusement, dans l'entreprise, peut être pénalisé par des retenues, évidemment, de salaire, ou ce qu'on appelle les jours de carence. Ouais, voilà, les jours de carence. Et du coup, l'idée, ce serait aussi, pourquoi, au contraire, dans le cadre justement d'un intérêt plus général, ne pas autoriser donc, la possibilité de poser un jour d'inconvenance, enfin, je comprends ça, mais d'inconvenance, si on veut, d'incapacité professionnelle provisoire, donc que ce soit pour des règles douloureuses ou pour d'autres choses qui n'auraient pas forcément nécessairement la même régularité, oui, après tout pour tous et toutes, d'une certaine manière, que ce soit pour s'occuper de ses grands-parents, enfin que sais-je, voilà, un jour. Vous voyez, de penser un niveau de généralité suffisant pour que à la fois donc ça réponde à des discriminations spécifiques et en même temps que ça ne porte pas préjudice à l'ensemble de la collectivité et au contraire même que ça lui apporte un avantage professionnel. Alors ça peut être des avantages voilà, en termes d'amélioration des conditions de travail ou de l'environnement de travail. Voilà, bon, c'est tout. Voilà, c'était les grandes lignes. Merci. Merci beaucoup. Ça a aussi un peu traduit de manière concrète ce qu'on peut mettre en œuvre. En tout cas, ça donne des idées. J'avais une dernière question, vraiment toute dernière, à chacune. C'était plus d'un point de vue institutionnel et sur les institutions à mettre en œuvre. Vous évoquiez les chargés de l'égalité qui ont été désignés, je sais, dans des universités ou dans d'autres secteurs publics. Moi, je pensais de manière plus générale, parce qu'on avait, nous, l'idée de mettre en place un commissariat à l'égalité. Et là, du coup, Suzy, je vais vous interpeller aussi sur vous, par rapport aux interlocuteurs institutionnels, l'existence, par exemple, d'un secrétariat d'État qui est spécifique sur les droits des femmes. Je crois que ça s'est élargi à en fait, droits des femmes, égalité et lutte contre les discriminations, avec par ailleurs aussi des institutions comme le défenseur des droits. Mais
voilà, comment est-ce que vous appréhendez un peu les interlocuteurs institutionnels? Est-ce que c'est utile qu'il y ait un secrétariat d'État dédié? Nous, une des choses sur lesquelles on est arrivé comme conclusion, c'est que ça peut être utile, mais en fait, il faut qu'il y ait une administration, parce qu'en fait, ce sont des secrétariats qui n'ont pas d'administration, et donc ça veut dire pas d'agents, et donc pas de mise en œuvre de politique publique, et avec en même temps la difficulté de, il faut que ce soit transversal, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit dans tous les ministères, en fait, qu'il y ait ça. Mais à un moment donné, s'il n'y a pas d'interministériel, en fait, voilà, on se pose la question en fait de l'articulation de l'interministériel et du sectoriel, en fait. Du coup, non, mais comment est-ce que, voilà, vous... Aller très vite, hein, je crois qu'il faut tout faire, déjà pas un secrétariat d'État, mais un ministère. Parce que si je ne m'abuse, les secrétaires d'État ne participent pas au Conseil des ministres. Donc, ça me semble suffisamment important comme problème pour avoir un ministère. Effectivement, avec une véritable administration. Et puis, il faut voir comment on peut mettre des agents du ministère ou je ne sais comment dans les autres ministères pour effectivement interagir. Ça va très, très vite. Hein. Avant, on nous disait non, mais ce n'est pas la peine d'avoir un ministère ou un secrétariat d'État dans la mesure où c'est un sujet transversal. Oui, d'accord. Ça n'était pas traité. Donc, on se bat effectivement pour un véritable ministère. Alors maintenant, il faut aussi que la politique portée aille avec. Hein, bon, ça c'est un autre problème, voilà, mais non, il faut des institutions qui soient propres au sujet des droits des femmes. Pour nous, c'est une évidence. Pour ma part, la réponse, alors, c'est une délégation interministérielle, je pense aussi qu'il faut de la transversalité. En réalité, c'est comme, on a le même problème, si vous voulez, dans les études en sciences sociales, en sciences humaines et sociales, c'est toujours le chapitre en plus, vous savez, les femmes, c'est à la fin, on a un chapitre en plus. Ah, au fait, et si on appliquait ça aux femmes? Alors, en réalité, ça veut dire que tout le reste est biaisé, si vous voulez. Donc, c'est vrai que je ne comprends pas comment on peut avoir à la fois une politique, je veux dire, environnementale, une politique de l'emploi, une politique de santé, etc., sans penser justement à la possibilité, aux effets que ça va avoir sur les populations et donc aux effets aussi discriminatoires, donc d'accès au droit, d'accès à la santé. Donc, pour moi, il faudrait que ce soit effectivement à la fois une délégation interministérielle, mais en même temps, on sait très bien, comme l'a dit Suzy, et moi, on ne les identifie pas publiquement. Les délégués interministériels, si vous voulez, les personnes qui sont dans ces délégations, on ne les identifie pas comme telles. Et donc, du coup, c'est peut-être la difficulté, j'allais dire, de quelque chose qui apparaît comme une priorité, si vous voulez, gouvernementale, qui doit disposer en tant que tel d'un ministère. Montrer que c'est une priorité gouvernementale et de fait, ça demande un tel investissement que je pense qu'il faudrait effectivement aussi un ministère dédié, avec l'idée ensuite de pouvoir irriguer dans d'autres ministères ou secrétariats d'État, etc. Donc, oui, de toute façon, c'est toute la difficulté pour les questions dites de genre. Est-ce qu'on en fait juste un secteur? On se pose la même question dans y compris les organismes de pilotage de la recherche. Est-ce que des appels à projets bien fléchés genre, ou est-ce qu'à chaque fois, dans tous les domaines, on demande de dire genre? Ça pourrait être aussi cette injonction aussi à penser, alors pour moi c'est intersectionnel, mais à penser à chaque fois une politique de manière intersectionnelle, c'est aussi de manière plus démocratique et plus inclusive aussi. Et c'est de gagner en complexité justement sur ce qu'on veut faire. Enfin, concrètement, je passe à l'emploi, par exemple, au sous-emploi chronique, structurel des jeunes. Vous voyez, on prend toujours les jeunes comme une catégorie comme ça, les moins de 25 ans. Si on faisait peut-être, on pensait en termes aussi intersectionnels, donc de manière un peu plus complexe et ciblée, et peut-être qu'on arriverait à faire des mesures beaucoup plus concrètes et plus appropriées. Vous voyez, bon, c'est ce genre de choses. Bon, pareil pour l'agriculture. Il y a plein de choses auxquelles on pourrait penser. Bon, maintenant, c'est aux politiques de jouer. Oui. Voilà. Pas qu'aux politiques, heureusement, parce que justement, je pense que c'est le travail de la recherche et puis surtout ce que les mouvements, et je pense que tu dis, peut en témoigner, en fait, on fait, et puis ensuite, le politique a rattrapé, en fait. Il y a beaucoup de choses qui, en fait, les personnes concernées se sont mis à faire et se sont mis à inventer et se sont mis à expérimenter. Et puis, heureusement, parce que sinon, je pense qu'on serait encore plus loin que l'on ne l'est aujourd'hui de l'égalité. En fait, j'aurais plein d'autres choses et c'est une discussion en vérité qui on recommence.
voilà, qui recommence et qui ne se termine pas, mais je vais conclure là, en tout cas, ce moment de la discussion et vous libérer déjà du temps que vous avez passé à cette audition. Je vous remercie énormément et je vous redis, donc du coup, on va faire le bilan un peu de l'ensemble des auditions qu'on a faites. On prépare, ce qui est déjà sûr, c'est qu'on va faire une loi en fait en termes de mutualisation en fait de rassemblement en fait de la législation antidiscrimination, du droit antidiscrimination, parce qu'un des constats qu'on avait qui a été fait, c'est de dire qu'en fait c'est éparpillé un peu partout et que du coup avoir un code ou une grande loi qui regroupe en fait un peu les dispositions juridiques, ce serait utile. Donc ça c'est le travail purement, on va dire, législatif et légistique qu'on veut faire. Et par ailleurs, voilà, il y a un certain nombre de mesures aussi législatives qu'on va penser, voilà, dans l'ensemble des champs, donc notamment sur la question de l'éradication des violences qu'on veut formuler. Il y a tout un ensemble de choses sur les questions de la formation, il me semble aussi, c'est quand même question clé, formation initiale et formation continue. Ça, c'est déjà dans la loi, hein, et c'est typiquement moyennement appliqué. Hein. Oui, mais y compris, en fait, quand je disais… C'était en 2014 dans la loi déjà. Oui, mais… La formation de tous les personnels. Et ce que nous, on veut faire, c'est y compris en termes de circulaire et de décret, c'est-à-dire de penser justement qu'est-ce que ça veut dire, y compris en termes de budget, parce que oui, c'est censé être le cas, mais on ne budgète jamais en fait le fait que pour former, il faut faire des maquettes de formation, il faut des ETP. Par exemple, combien d'ETP ça signifierait si on voulait former l'ensemble de la fonction publique à la lutte contre les violences? C'est-à-dire, voilà, ETP, de la formation, de la recherche. Est-ce que du coup, ça veut dire aussi avoir un secteur de l'université qui se charge de ça? Donc c'est ça un peu qu'on veut penser en termes concrets, ne serait-ce que sur ces éléments. Donc on va vous transmettre tout ça pour avoir votre avis, vos retours, vos commentaires, puisqu'on veut aussi faire un processus d'amendement des textes de loi, un peu ce qui se fait à l'Assemblée nationale en commission. Et donc on se permettra à nouveau de vous recontacter et bien sûr, voilà, on vous soumettra le résultat final qui, encore une fois, c'est une proposition qu'on met au débat. En fait, on met au débat parlementaire, bien sûr, mais aussi on met au débat avec les associations, avec les chercheurs. On n'imagine pas que même le résultat final de ce processus-là ce serait ce qu'on appliquerait si on était au pouvoir, parce que de toute façon, ce sera aussi amendé, discuté, débattu, on l'espère, dans la société. Mais voilà, à notre humble niveau, voilà ce qu'on voudrait apporter à ce mouvement général de lutte pour l'émancipation, parce que je crois que chacun et chacune travaillons à ça en vérité, de là où on est et avec les moyens qu'on a. Et donc, merci encore à la fois d'avoir accepté d'avoir cet échange que je trouve extrêmement riche, et puis de ce que vous faites, parce que, encore une fois, la période n'est pas simple. On sent plutôt un vent de réaction assez dur sur tout le champ, et plutôt que de progrès. Et donc, toutes celles qui tiennent avec une boussole claire, je pense qu'on a tous et toutes besoin de force en ce moment. Et donc, je vous remercie de tenir, et je vous dis donc à bientôt pour continuer nos échanges. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Hein. Et merci. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.